Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Nous sommes avec notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Et nous sommes avec Frédéric Sinclair. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Vous êtes politologue, analyste en stratégie et en communication politique. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam, c'est aux éditions Salvator. Et puis de ce livre, L'extrême droite expliquée à Marie Chantal, c'est aux excellentes éditions La Nouvelle Librairie. Alors je voulais, c'est drôle que vous ayez choisi le nom de Marie Chantal. Alors déjà c'est le nom de ma bonne maman pour tout vous dire. Voilà, qui n'est ni macroniste, qui n'est ni trentenaire ni bourgeoise comme vous le dites. Par contre elle est bien jolie aussi. C'est la seule chose de commun qu'elle a avec la Marie Chantal de votre livre. Je voulais revenir sur Jordan Bardella qui avait expliqué qu'il avait renoncé à séduire politiquement justement les Marie Astrid et les Marie Chantal. Et vous pensez que la Marie Astrid et la Marie Chantal en question ne peuvent écouter, ne peuvent comprendre la droite ou l'extrême droite entre guillemets? Je pense que mon livre montre que c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si la bourgeoisie, qui est cette élite un peu déconnectée, majoritairement macroniste, alors Marie Chantal que j'ai rencontrée au Café de Flore ne s'appelle pas Marie Chantal, hein, c'est un prénom d'emprunt que... Trentenaire Marie Chantal, c'est compliqué à porter, oui. Ben, c'est ça, et puis en fait, c'est une référence à un auteur que j'aime bien, qui a beaucoup analysé la noblesse et la haute bourgeoisie, qui est Mention Rigaud, et donc qui consacre un chapitre en fait au langage Marie Chantal. Et donc, voilà, j'ai choisi ce prénom-là un petit peu en clin d'œil. C'est plutôt Alban ou Eudoxie ou Chloé, le genre de prénom qui correspond à cette jeunesse, disons, trentenaire, qui aujourd'hui a pris fait écho, j'allais dire, pour Emmanuel Macron, mais en fait, plus que Emmanuel Macron, ce qui l'intéresse, c'est tout le système que l'Occident a mis en place depuis les années 50, un système mondialisé où, pour reprendre les termes de Glucksmann, on se sent plus chez soi culturellement à New York ou à Berlin qu'en Picardie. Et donc, le pari, c'était de parler avec une Marie Chantal et de lui faire sentir ce que c'est que l'extrême droite, c'est-à-dire ce que c'est réellement que la pensée politique. Le pari, c'était de les amener à réfléchir autrement et à casser en fait les codes, à leur montrer aussi où est enraciné un certain nombre de réflexes qu'ils ont automatiques. Le nationalisme, c'est la guerre, ou alors je suis citoyenne du monde. Il y avait besoin, je pense, de ce dialogue pour aller au fond réellement de la pensée politique et pour se rendre compte que l'extrême droite, c'est pas ce qu'on croit et que Jordan Bardella ne l'est pas. Alors, quel est le profil de Marie Chantal? Parce on l'a dit, elle est trentenaire, elle est macroniste, elle est bourgeoise, elle est effrayée par l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez, quelle catégorie sociale elle correspond? Parce qu'on a passé Auteuil-Neuilly-Passy tout à l'heure. Alors, on disait avant, Auteuil-Neuilly-Passy, c'était plutôt la droite LR, plutôt qui a de l'argent, mais qui était considérée encore comme de droite et conservatrice. Là, maintenant, le macronisme, c'est plutôt le centre-gauche, européiste. En fait, cette droite LR, elle n'existe plus dans les urnes. On le voit bien. Elle a disparu. Et pourtant, c'est une droite qui vote. Donc, parce que c'est souvent des retraités, d'ailleurs. C'est souvent des retraités, mais les jeunes, quand ils se positionnent, et lorsqu'ils appartiennent à cette catégorie sociale, ils se positionnent aussi en faveur principalement d'Emmanuel Macron. Marie Chantal, elle a des amis autour d'elle qui sont tous successful, comme ils disent les Anglais. Vous voyez, plein de succès, oui. Attention, vous êtes sur Radio Courtoisie. Il y a une, c'est justement pour ça que j'utilise le terme, c'est parce que c'est un de ces termes en fait, c'est-à-dire qu'il y a un mélange constant de la langue anglaise, de la langue française. Ils se veulent complètement internationaux. Ils ont un critère très fort. Alors pour le portrait, à mon avis, le portrait le plus précis de cette bourgeoisie, il est donné par Christopher Lasch dans La Révolte des élites. C'est un portrait qui est extrêmement ciselé, incisif. Il est sans concession pour cette bourgeoisie déconnectée. Il s'appuie sur le livre d'Ortega y Gasset, qui avait, dans La Révolte des masses, montré qu'en fait, il y avait une forme
de déconnexion des masses au début du XXe siècle, qui n'avaient pas conscience de ce que la noblesse en réalité portait comme injonction à poursuivre le travail civilisateur, comme injonction à prendre en compte à la fois l'importance de ne pas se couper de ceux qui ont construit, qui nous ont porté ce pays, et puis aussi de ceux qu'on gouverne. Et le pari de Christopher Lasch, c'est de dire, en réalité, tous les défauts des masses au début du XXe siècle se reproduisent et se retrouvent aujourd'hui intégralement dans les élites. Et donc, il porte une critique très dure de cette élite bourgeoise. Alors, Lasch, en 95, quand son livre paraît, est déjà décédé. C'est un livre posthume, mais il annonce tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il est presque une critique avant terme de ce que le macronisme va avoir de plus caricatural. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux à quel point les soutiens du macronisme le sont toujours pas parce que Emmanuel Macron est particulièrement pertinent ou incisif, mais simplement parce qu'en réalité, c'est à un monde qu'ils sont attachés, et ce monde, ils ne veulent pas le lâcher. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de la réussite personnelle, quand bien même on devrait piétiner tout ce qui a été fait avant nous, et puis tous ceux qu'on est censé gouverner. Un monde individualiste, cosmopolite, européiste. Alors, François Bousquet, sur ce livre, qu'avez-vous pensé de ce livre, L'extrême droite expliqué à Marie-Chantal, aux éditions La Nouvelle Librairie? Donc, c'est pas pour rien que vous l'avez édité, je suppose. Voilà, doublement enchanté d'être des vôtres dans le cadre de Ligne droite. On a évoqué une des deux parties du titre, Marie-Chantal, et également la belle-mère de Corentin Périni. Pas ma belle-mère, ma bonne maman, que je salue. Mais maintenant, évoquons l'autre partie, l'extrême droite. C'est un livre qui est extraordinairement riche, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. On doit devoir faire des choix là dans l'émission, parce qu'on a un laps de temps qui est compté. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Marie-Chantal, vous lui administrez un cours quasiment au Collège de France, parce que c'est vraiment riche. Donc tenons-nous-en à l'extrême droite. Je trouve que l'originalité grande du livre, c'est que vous renversez complètement les perspectives. En général, on rend le familier, on rend l'étrange familier. Vous, c'est l'inverse. Vous ne parlez pas de l'extrême droite diabolisante, incapacitante, etc. Enfin, le syntaxe qu'on entend qui est diabolisant. Vous assumez la catégorie extrême droite. Pourquoi l'assumez-vous et qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'extrême droite? Alors oui, vous avez raison. J'assume la catégorie extrême droite. En fait, dans ce dialogue avec Marie-Chantal, je commence par lui expliquer que ce qu'elle croit être l'extrême droite ne l'est pas, et donc que les partis d'extrême droite et les organes médiatiques d'extrême droite habituellement critiqués, les plus connus sont CNews et Valeurs Actuelles, ne sont pas d'extrême droite. Il va falloir argumenter parce que Marie-Chantal fait partie de ce que Christopher Lasch appelle les ânes éduqués ou les ânes diplômés. Et donc, il va falloir argumenter. Elle est diplômée, elle comprend les choses, et donc il faut aller appuyer là où sont les ressorts intellectuels du macronisme, donc principalement historiques. Et je lui montre que quand on s'appuie sur ceux qui cherchent historiquement à qualifier l'extrême droite, on arrive à des idioties. Bon, typiquement, l'extrême droite, c'est la contre-révolution française. Alors pourquoi serait-il plus d'extrême droite que les autres? René Raymond classe la contre-révolution intégralement dans le camp de la droite et pas de l'extrême droite. Et lorsque Michel Vinocq essaye de nous expliquer qu'en réalité, c'est dans cette contre-révolution qu'on trouve les racines de l'extrême droite, il me semble qu'il échoue. Parce que le seul argument, c'est « je suis monarchiste ». Mais alors, dans ce cas-là, on a 10 monarchies et principautés en Europe aujourd'hui. Est-ce que tous les Britanniques seraient d'extrême droite simplement parce qu'ils ne veulent pas que leur monarchie devienne une république, quand bien même elle serait constitutionnelle? Je veux dire, c'est aberrant. Donc, en fait, on arrive dans le livre assez vite à montrer que la généalogie de l'extrême droite n'apporte rien, et donc il faut se fixer sur des critères qui soient réellement de théorie politique. Et là, on rentre dans le dur, c'est-à-dire que je me tourne vers Taguieff, Pierre-André Taguieff, qui est un théoricien aussi, un sociologue, un philosophe des droites, et notamment de la nouvelle droite que vous connaissez particulièrement bien. Et donc, il publie un petit livre il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an ou 2, où il explique qu'en réalité, pour lui, il faudrait 3 critères pour arriver à cerner l'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi? L'extrême droite, c'est globalement quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir par la force, donc le coup d'État, installer une dictature en lieu et place de la démocratie libérale, et mettre en place un régime discriminatoire. Lorsque ces 3 critères sont réunis conjointement, alors à ce moment-là, on peut
poser le qualificatif extrême droite. Et alors là, à ce moment-là, une fois qu'on utilise ces 3 critères, on se rend compte que ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne sont d'extrême droite. Personne n'appelle au coup d'État ni à la dictature. Et on trouve ça nulle part non plus dans aucun média qualifié d'extrême droite aujourd'hui. Donc Marie-Chantal est stupéfaite. On est assis côte à côte au Café de Flore et elle m'interpelle, me dit « Mais alors, il n'y a pas d'extrême droite en France ?» J'ai dit « Bah si, il y a moi. » Et là, elle veut pas me croire. Elle me dit mais non, mais comment vous? Mais je vous ai vu BFM TV, LCI, France Info, c'est pas possible. Vous écrivez dans le Figaro. Il y a aucun de ces médias qui vous inviterait si jamais vous étiez vraiment d'extrême droite. Je dis bon, déjà premièrement, je dis pas Frédéric Sinclair intellectuel d'extrême droite lorsque je me présente à quelqu'un. Et puis deuxièmement, on n'a jamais eu, on n'a jamais eu l'occasion. Peut-être que finalement j'aurai plus de succès demain en étant d'extrême droite que hier en étant simplement conseiller de Dominique de Villepin. Mais le critère clé, c'est de lui dire, en fait, je vais vous expliquer, et c'est de là que part le bouquin en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est réellement qu'un coup d'État, qu'est-ce que c'est réellement qu'une dictature, et qu'est-ce que c'est réellement que la discrimination. Et vous allez vous rendre compte que sur ces 3 thèmes-là qui sont vraiment fondateur de la catégorisation extrême droite, selon Taguieff, eh ben, vous êtes à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que c'est véritablement qu'un coup d'État. Vous pensez que c'est une espèce de brutalisation qu'on voit en Afrique où on prend en otage des dirigeants. Vous croyez que la dictature, c'est Mussolini ou Hitler et vous croyez que la discrimination, c'est le racisme. En réalité, vous avez tout faux. Mais alors, c'est quoi le coup d'État ? Le coup d'État, c'est quelque chose qui est extrêmement subtil. On a de nombreux exemples de coups d'État qui sont en réalité des actes barbares. Je donne un exemple qui est tiré d'un livre absolument magistral que tout le monde doit lire, qui s'appelle Les Somnambules de Christopher Clark, où il explique toute la partie qui mène à la Première Guerre mondiale, et on comprend en réalité le monde dans lequel on vit aujourd'hui quand on comprend mieux ce qu'était le monde de la fin du 19e siècle. Bref, dans ce livre-là, il explique le coup d'État de 1903 en Serbie, qui est une barbarie absolument atroce, où la reine est éventrée, le roi est mitraillé, le ministre de l'Intérieur prend 25 balles alors qu'il est caché, les corps sont démembrés, bref, c'est une barbarie absolument terrible. Je dis, le coup d'État, ce n'est pas ça. On se réfère dans le livre à un certain nombre d'auteurs clés en matière de coup d'État, notamment Malaparte, pour montrer qu'en réalité, le coup d'État est beaucoup plus subtil. Le premier, peut-être le plus emblématique coup d'État qui existe au début du XXe siècle, c'est celui de Trotsky au moment d'octobre. Il y a en octobre 1917 2 choses qui se produisent, une révolution et une prise de pouvoir. Et en 17, la partie février, c'est la partie révolutionnaire. 1000 morts et aucune prise de pouvoir politique. En octobre, à ce moment-là, Malaparte explique que la partie révolution est gérée par Lénine, la partie prise de pouvoir, insurrection est gérée par Trotsky. Et Trotsky dit un coup d'État, c'est mat en 2 coups. C'est-à-dire c'est une disposition du pouvoir politique putschiste de manière à faire pression sur le pouvoir politique existant et à prendre le pouvoir sans faire aucun mort. Et il n'y a pas dans l'histoire, j'allais dire du monde, de cas de prise de pouvoir sans mort, sauf en France. Alors, j'exagère un tout petit peu. Bon, il y a quelques coups d'État qui sortent un peu du lot, mais globalement, on a de la barbarie un peu partout, sauf en France où on a 2 coups d'État absolument magistraux. Le premier, c'est celui de Bonaparte, le 9-10 novembre, voilà, le 18 Brumaire, 9-10 novembre 1799. Et puis le second, c'est un coup d'État dont Marie-Chantal n'avait jamais entendu parler, qui est celui du général de Gaulle le 13 mai 1958. Il y a véritablement une prise de pouvoir par la force, et j'essaie de montrer dans le livre comment à la fois Bonaparte et de Gaulle utilisent le pouvoir militaire et le dialogue et la pression sur les élus pour obtenir quoi ? Finalement, les pleins pouvoirs. La violence qui est présente par la pression que l'armée exerce sur le pouvoir politique en place et nous contraint à parler de coup d'État. En revanche, cette violence ne s'exerce jamais contre des individus. Ce que fait Bonaparte et ce que fait de Gaulle à 1 siècle et demi d'écart, c'est exercer une violence contre le droit, contre un système qui est failli. C'est-à-dire qu'on a, entre 95 et 99 en France, une succession de mini-coups d'État de
constitutions qui s'enchaînent et qui ne sont absolument pas viables et qui ne permettent pas au pays d'endiguer le chaos. Donc on est dans une période révolutionnaire. Et puis en 1958, au moment où De Gaulle prend le pouvoir, on est dans une période de guerre, de guerre civile en Algérie, où là aussi le chaos s'installe de plus en plus et où le pouvoir politique est incapable de reprendre la main. Imaginez que simplement dans le mois d'octobre 1957, on a 4 premiers ministres qui sont nommés successivement, le 4 octobre, le 7 octobre, le 11, le 19 et le 22, le même qui était Guy Mollet la première fois. Personne, ni Antoine Pinet, ni Mollet, ni Pleven, personne n'arrive à former un gouvernement. On est dans une situation d'impasse politique et à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Oui. En fait, ce quelque chose, c'est ça que le coup d'État permet. C'est en réalité créer une pression sur le gouvernement pour qu'il lâche le pouvoir. Et lorsque... D'accord, des pleins pouvoirs à quelqu'un et qu'on puisse transformer le cadre juridique. Et c'est ça, un coup d'État. Voilà. C'est une transformation juridique. Sans agression d'ailleurs sur les individus, ce qui n'a pas toujours été le cas de l'extrême gauche. Alors, vous parlez de politique, enfin de grandes idées politiques, mais Marie-Chantal, dans votre livre, Frédéric Sinclair, elle vous ramène à des choses assez concrètes. C'est-à-dire, finalement, l'extrême droite, c'est des personnes qui sont juste racistes parce qu'elles sont contre l'immigration, parce qu'elles veulent plus de sécurité. Alors d'ailleurs, Marie-Chantal n'est pas très à l'aise avec la sécurité parce que de temps en temps, elle en veut plus, de temps en temps, elle en veut moins. Mais finalement, pourquoi l'extrême droite est toujours associée au racisme? C'est-à-dire, quand on parle d'extrême droite, pourquoi vous êtes d'extrême droite? Parce que Éric Zemmour, parce que Marine Le Pen, parce que Jordan Bardella est raciste. Vous avez raison, la partie... Même que plus que ce que vous disiez sur la dictature, sur l'insurrection, l'armée, tout ça, les gens finalement, pas s'en fichent, mais en tout cas dans la culture populaire, l'extrême droite est associée au racisme, on a l'impression, pour l'éternité. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en réalité, ce dont je viens de parler, le coup d'État et la partie qui suit dans le livre, la dictature, où j'explique qu'une dictature, ce n'est pas ce qu'on croit. Giorgio Agamben, philosophe italien, nous dit que ni Mussolini ni Hitler n'étaient des dictateurs. En réalité, le terme exact, même si on l'utilise ce terme tout le temps, mais le terme exact, c'est tyran. Une dictature, il faut se référer à l'heure romantique pour savoir ce que c'est. On en parlera peut-être. Mais ces termes-là, j'allais dire, ne font plus partie de notre quotidien politique. Et même 1958, plus personne n'en entend parler aujourd'hui. Les historiens regrettent qu'on n'en parle pas davantage de ce moment 58, la prise de pouvoir par De Gaulle, qui n'a pas conduit à une dictature et qui n'a conduit à aucun mort non plus. Mais pour Marie-Chantal, c'est sorti de son quotidien. C'est-à-dire que la dictature, c'est même quelque chose, quand on en parle, qui se réfère à la Russie ou à la Chine. La France ne fait plus partie de ça en 2023, c'est plus de l'ordre du pensable. En revanche, le racisme, c'est son quotidien, la violence, c'est son quotidien, l'islamisation du pays, c'est son quotidien. Et donc, elle est toujours tiraillée entre la pression qu'exerce la société sur elle et la réponse qu'elle doit apporter. Et le racisme fait partie de l'élément qui est caractéristique de l'extrême droite, et j'allais dire, dans les médias, vous allez vous rendre compte que c'est uniquement ce critère-là qui est utilisé pour qualifier quelqu'un d'extrême droite, soit raciste, soit xénophobe. Alors qu'en réalité, le racisme n'est pas un concept politique. Peut-être raciste en étant apolitique, en étant de gauche, en étant de droite, en étant du centre. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Et l'antisémitisme, c'est exactement pareil. On se rend compte aujourd'hui que l'antisémitisme traverse toute une frange de la population pour des raisons géopolitiques. Et alors qu'en réalité, ces gens-là votent très très loin des partis politiques d'extrême droite, bien souvent à l'extrême gauche. Donc, fondamentalement, il faut arrêter non seulement d'utiliser ce terme racisme ou antisémitisme ou je ne sais pas quoi d'autre, xénophobie, pour qualifier l'extrême droite, mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter même d'utiliser ces termes-là comme s'ils étaient des notions politiques fiables. La vraie question politique, la seule, c'est celle de l'ennemi. Ça, c'est une question politique. Comment je considère l'ennemi? Vous avez mentionné tout à l'heure, en qualifiant Marie-Chantal rapidement d'européiste, et vous avez dit aussi qu'elle était cosmopolite. Le cosmopolitisme est une doctrine qui a été globalement esquissée au moment des stoïciens, mais formalisée au moment des Lumières. C'est le plus grand penseur des Lumières allemandes, Emmanuel Kant, qui définit ce que c'est que d'être un citoyen du monde. C'est parce que Marie-Chantal est citoyenne du monde qu'elle n'est plus capable de penser l'ennemi et qu'elle refuse de le penser. Le principe de base, en 2 mots, être citoyen du monde, c'est décider qu'il n'y a plus nulle part d'ennemi, que l'étranger est l'ami. L'étranger est l'ami. Donc je dois l'accueillir. Donc il est chez lui, chez moi. Et l'ennemi est celui qui pense différemment, celui qui est enraciné, celui qui pense différemment. Et à partir du moment où l'étranger est l'ami, je ne peux plus le critiquer, je ne peux plus
Et celui qui critique, ce n'est pas celui qui décide de repenser l'ennemi, c'est celui qui est xénophobe, et donc raciste, et donc, parce qu'il repense la catégorie d'ennemi, Et donc parce qu'il réassocie l'étranger à l'ennemi, on le sort du cercle républicain. Alors François Bousquet, une question avant le bulletin d'actualité. Mais est-ce que c'est pas ça précisément le cœur du mal qui nous ronge? C'est que la société est de plus en plus impolitique. Or, vous nous ramenez au cœur du politique. Il faudra qu'on en parle de cette notion du politique, en quoi ça consiste, pourquoi le coup d'État est politique, pourquoi l'état d'exception, c'est-à-dire la dictature, est politique, et pourquoi la discrimination est politique. C'est que vous nous ramenez dans le cœur du politique. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est mon pari, c'est-à-dire en fait, derrière la réponse et le dialogue avec Marie-Chantal, je dialogue avec Pierre-André Taguieff. C'est-à-dire que quand il me fixe ces 3 critères en disant ces 3 critères qui qualifient l'extrême droite, je lui dis oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, un coup d'État barbare, une dictature façon Hitler et puis de la discrimination raciste, c'est de l'extrême droite. Sauf que, en réalité, si vous pensez véritablement ces choses de manière politique, vous allez vous rendre compte qu'elles sont essentielles pour protéger la République et la démocratie. Et donc, on est là au cœur du politique et qu'on ne peut pas se priver de penser ces catégories-là. Il ne faut pas de partis d'extrême droite, il faut des penseurs d'extrême droite. C'est-à-dire, il faut des gens qui acceptent de penser les catégories sulfureuses que sont le coup d'État, la dictature et la discrimination, c'est-à-dire la notion d'ennemi, pour être capables de protéger une nation, un pays, un système. On va continuer cet entretien passionnant avec vous, François Bousquet et Frédéric Sinclair. Je rappelle le titre de votre livre, L'extrême droite, expliqué à Marie-Chantal aux éditions La Nouvelle Librairie. Mais tout de suite, le bulletin de l'actualité, il est pile 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, on l'a dit, Frédéric Sinclair, Marie-Chantal, elle est trentenaire, elle est bourgeoise, elle est macroniste. C'est un personnage que vous avez rencontré. Alors, vous l'avez appelée Marie-Chantal, évidemment, mais elle est trentenaire, donc c'est un nom d'emprunt. Vous avez donné la véritablement définition de l'extrême droite à Marie-Chantal, c'est-à-dire elle est pour la dictature, pour une insurrection armée, pour un coup d'État. Et Marie-Chantal, à la fois, elle associe l'extrême droite au racisme, mais ce qui est marrant, il y a un moment où on a l'impression qu'elle va vriller, c'est quand, notamment, elle parle des banlieues et elle est tentée, en tout cas, par certaines idées qu'elle qualifiait d'extrême droite avant, notamment sur la sécurité, quand elle parle des banlieues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont véritablement en danger, commencent à changer d'avis petit à petit sur des idées qu'ils pensaient être d'extrême droite. Et oui, c'est intéressant parce qu'elle est mal à l'aise. J'aurais aimé prendre une photo, mais elle est mal à l'aise à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a les banlieues qui flambent. Vous vous rappelez, à l'été 2023, on se rencontre à ce moment-là. Elle est extrêmement inquiète. Et donc, je lui dis que moi, je ne le suis pas. Et ça la choque, ça. C'est-à-dire qu'elle pense que un intellectuel d'extrême droite est à la pointe de son inquiétude lorsqu'il se passe un événement comme ça. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, je lui dis, oui, vous êtes inquiète, mais non. Elle me parle, elle me dit, mais est-ce qu'il faudrait pas déclarer l'état d'urgence à ce moment-là? Et je lui dis que cet état d'urgence ne sert à rien. Et elle comprend pas là non plus. C'est-à-dire que tous ces réflexes naturels d'autodéfense, à moi, intellectuel d'extrême droite, me semble complètement aberrant. Cette loi d'urgence que Emmanuel Macron a d'ailleurs fait indûment rentrer dans le droit en 2018 et qui n'aurait pas dû y rentrer parce que tout ce qui appartient à l'exception doit rester du domaine de l'exception. Il faut que la droite comprenne que cet appel à un État autoritaire ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est savoir utiliser l'impérium, ce qui constitue la force politique à des moments précis. En fait, on ne sait plus l'utiliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin pour réprimer la violence de la rue, mais en même temps, on devient trop dur tout le temps. Et on le voit, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose comme les violences de banlieue suite à la mort du jeune délinquant Naël, à ce moment-là, on a une réponse pénale qui est d'une médiocrité, d'une faiblesse absolue, et contre les gilets jaunes, qui sont la marque de la société civile qui se rebelle, là la violence est extrêmement forte et donc il y a à chaque fois le peuple qui morfle et les délinquants qui passent au travers. Je dis c'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut taper beaucoup plus fort. C'est la narco-tyrannie de François Bousquet.
Ouais, là, on est au cœur de la narco-tyrannie et on est surtout dans la deuxième entrée de la définition de l'extrême droite. L'état d'exception. On a parlé de la dictature, c'est-à-dire la prise de pouvoir par la force, par l'insurrection. Maintenant, on est dans l'état d'exception. Et vous le dites, l'état d'urgence a été dévoyé parce qu'on l'a quasiment constitutionnalisé, ce qui est absurde. Et vous rappelez ce mot, parce que là, ça nous ramène donc au deuxième point qui est la dictature au sens romain du terme. La dictature était provisoire. Et vous citez Charles de Gaulle et je vous cite le citant, qui disait dans ses mémoires « La dictature momentanée que j'ai exercée au cours de la tempête et que je ne manquerai pas de prolonger ou de ressaisir si la patrie était en danger, je ne veux pas la maintenir puisque le salut public se trouve être un fait accompli. » Donc là, on est vraiment au cœur des mécanismes de la dictature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est provisoire, c'est ponctuel et on restaure l'ordre face au chaos, face à la menace de dissolution. Oui, il faut revenir à De Gaulle, vous avez raison. De Gaulle, quand on lui propose le pouvoir en 1958, en lui disant bon ben voilà, on a essayé plusieurs premiers ministres qui n'arrivent pas à former de gouvernement, on va vous donner les clés de Matignon. Il refuse, De Gaulle, il refuse, et c'est pour ça qu'il y a coup d'État, c'est-à-dire qu'en fait l'armée met la pression sur le gouvernement actuel, donc le président qui était René Coty et le premier ministre qui était Pierre Pflimlin, pour que, en réalité, on donne plus que simplement une option à De Gaulle, qu'on lui donne les pleins pouvoirs. Ces pleins pouvoirs, il va les exercer pendant 6 mois. Donc, vous voyez, comme vous l'avez dit, que la durée est limitée. Ces 6 mois correspondent exactement aux 6 mois qui étaient conférés pendant la Rome antique à celui qui était investi de cet impérium et qu'on appelle à tort le dictateur. Mais la durée limitée est essentielle. Le contrôle par le Parlement est aussi essentiel, c'est-à-dire que dans la Rome antique, au moment où la personne qui est investie, c'est un magistrat investi de l'impérium, a réglé le problème qu'il devait régler, il rend le pouvoir. Donc, la dictature telle qu'elle se pense dans la Rome antique, c'est un moment où on utilise les pleins pouvoirs pour régler un problème et ensuite on rend le pouvoir. De Gaulle l'utilise pour transformer la Constitution parce que la Constitution n'est pas à même de régler les problèmes, mais on peut l'imaginer pour mettre fin à ce que les Romains appelaient le tumultus, c'est-à-dire le chaos, la guerre civile, un enflammement de la population, une révolution, une attaque guerrière, bref. Mais c'est quelque chose qui est très concentré et qui est très contrôlé. On ne sait plus faire ça. Ensuite, il y a une troisième chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle, ce que les Romains appelaient le justitium. Le justitium, c'est la suspension du droit commun. Qu'est-ce que je fais pendant un temps? Je règle des problèmes en suspendant le droit commun. Les Romains sont très attachés à la maiestas. La maiestas, c'est la souveraineté populaire. Rien ne doit être au-dessus de la loi. Tacite, dans ses annales, dit que on ne devrait suspendre le droit que vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Et l'histoire du XXe siècle nous montre que les gouvernements libéraux suspendent le droit pour tout un tas de raisons qui sont de mauvaises raisons. On l'a vu pendant la question du Covid, où tout a été géré en état d'urgence. Le Parlement a été méprisé. On a vu que les petits articles constitutionnels qu'on a, qui sont des articles qui permettent d'enjamber le Parlement, sont utilisés de façon récurrente pour des questions économiques. On regarde la République de Weimar au début des années 20-30 et on se rend compte que là aussi, les gouvernements successifs enjambent le Parlement et utilisent des articles d'exception pour des questions qui sont de dévaluation du marque. Bref, la vérité, c'est que la question du tumultus, c'est que la guerre civile, c'est que la violence physique qui doit nous obséder en matière de dictature. C'est-à-dire qu'un dictateur, c'est quelqu'un qui, pendant un temps très court, doit intervenir sur une partie du territoire ou tout le territoire pour rétablir l'ordre, le calme, la paix, la sécurité, et basta. On ne doit pas utiliser cette situation d'exception pour faire autre chose que ça. C'est ce que fait De Gaulle. De Gaulle, en réalité, il utilise pendant un temps extrêmement court les pleins pouvoirs pour mettre en place un système qui va permettre de répondre à la crise. Alors la crise est une crise très profonde, géopolitique, dans une période de décolonisation globale. Il ne garde pas l'Algérie française parce que c'est une anomalie. Il le dit lui-même, que en réalité, la question de l'Algérie, c'est 130 ans de problématiques complexes. Donc il y a
il y a besoin d'autre chose que de simplement rétablir l'ordre. Mais pour la question des banlieues, qui s'enflamment en 2023, c'est de ça dont on avait besoin, et c'est de ça dont on a besoin dans ce pays, de savoir taper fort pendant un temps très court. On ne sait pas faire ça. Mais là, on parle des banlieues, mais il y a également la question de l'islam. Si je vous pose cette question-là, c'est qu'il y a un fil également de Marie-Chantal, c'est Ciotti est-il ou pas d'extrême droite, hein. Quand Ciotti parle de Guantanamo, et je veux simplement un mot sur Guantanamo, là, pour le coup, les Américains ont sur soi le droit. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Après le 11 septembre, il y a quasiment une suspension de l'habeas corpus, hein, en tout cas pour une catégorie de la population qui sont les terroristes et les islamistes présumés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit... Comment on fait pour ça? En deux mots, on est encore dans cette situation de l'état d'exception que j'essayais d'expliquer. C'est des situations qui sont complexes, hein. Le livre, c'est un livre de philosophie politique. Vous l'avez dit en filigrane, c'est-à-dire c'est un livre qui est dense, où on va au fond des concepts. C'est plus d'1 an de discussion avec Marie-Chantal. Encore une fois, je prétends pas pouvoir expliciter ça de manière simple, mais ce qui se passe aux États-Unis en 2001, c'est qu'il y a, et c'est ce à quoi fait référence Éric Ciotti, un Patriot Act qui est édicté et auquel il se réfère pour dire il faudra un Guantanamo à la française. En réalité, Guantanamo, c'est pas le Patriot Act. En fait, ce Patriot Act, il dit simplement si vous avez quelqu'un dont vous pensez qu'il est un terroriste, à ce moment-là, vous le traduisez devant un juge, vous avez 7 jours. Soit il est coupable, c'est-à-dire il est mis en accusation et à ce moment-là, on l'incarcère, soit il est expulsé. Ce type de Patriot Act ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'en réalité, les États-Unis renforcent leur arsenal par un military order. Et à ce moment-là, on prend l'individu, on l'emprisonne et on le sort du droit commun. On le met dans un endroit qui va être véritablement Guantanamo. Cette personne-là perd son rapport à la justice. Il n'y a plus de tribunaux de droit commun qui s'occupent de ce criminel-là. Il y a ce qu'on appelle des tribunaux militaires, mais c'est pas des tribunaux véritablement militaires, c'est des structures qui vont globalement, de manière exceptionnelle, s'occuper d'eux. Ils vont enfermer et ils vont priver de droit un ensemble de personnes. Un état d'exception, c'est ça. Pour moi, les États-Unis, dans ce cas-là, et pas seulement pour moi, pour Giorgio Agamben, pour Michel Beau, pour un certain nombre de constitutionnalistes, ont fait l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que en réalité, ça n'apporte rien. Il y a un danger à utiliser l'état d'exception de cette manière-là. Et Éric Ciotti s'en rapproche. Et si j'en parle à Marie-Chantal, c'est parce qu'en fait, je suis critique vis-à-vis de ces problématiques de suspension du droit pour d'une manière qui peut être préjudiciable. Qu'est-ce que vous allez en faire des criminels étrangers si vous les mettez dans un Guantanamo à la française? Vous allez les garder pendant des années et vous allez construire des prisons de plus en plus grandes pour enfermer de plus en plus de criminels et on va où? On va loger chez nous et nourrir tous les criminels de la terre. Vous comprenez bien que ce principe de Guantanamo ne tient absolument pas en réalité. Alors, la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est ailleurs. Frédéric Sinclair, moi je voulais vous parler justement les moments où Marie-Chantal commence à vriller aussi. Il y a notamment une de ses amies qui se fait agresser par 2 jeunes issus de l'immigration. Elle décide de ne pas porter plainte parce qu'elle ne veut pas faire le fameux le jeu d'eux. Mais là aussi, il y a une tentation, en tout cas des idées d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire basculer. C'est notamment l'islam. Vous en avez parlé, François Bousquet, notamment la place de la femme dans l'islam et l'insécurité liée à une population issus de l'immigration. Il y a dans le rapport que Marie-Chantal a à l'étranger, et notamment à l'islam, il y a un double désaccord avec moi. C'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où je dis à Marie-Chantal, on ne peut pas faire ce que désire faire Éric Ciotti, c'est-à-dire mettre des Guantanamo à la française, même si on le réserve aux terroristes. C'est-à-dire que la violence physique ne doit pas être réprimée par de l'enfermement, mais par de l'exécution. Ça les fait peur, ça, à Marie-Chantal. Lorsque je lui dis l'assassin du jeune Théo, l'assassin de la petite Lola, moi, je ne les enferme pas et je ne les renvoie pas chez eux. Je les exécute. Ça la terrifie. Pour la peine de mort. Est-ce que vous appelez la mort vous appelez ça la mort pénale? En fait. Ouais. En fait, je suis pas pour la peine de mort parce que il n'y a pas besoin de rétablir la peine de mort dans notre pays. En réalité, ce qu'il faut, c'est repenser la notion d'ennemi et se dire, bon, voilà, si l'ennemi, on le pense dans
un sens criminel, à ce moment-là, il faut répondre de manière efficace. Je parle de Kant dans ce livre, qui est le père des Lumières. Kant est en faveur de la peine de mort. Il n'est pas en faveur de la peine de mort parce que c'est utile. Il est en faveur de la peine de mort parce que moralement, il dit, on ne peut pas faire autrement. Moralement, c'est pour des raisons morales. Les mêmes raisons morales qui font que Marie-Chantal me dit non, on ne peut pas tuer les gens. Donc il y a un conflit des morales, c'est-à-dire que la morale d'aujourd'hui a dévoyé la morale des Lumières. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que le garde des Sceaux qui va entrer ou qui est entré au Panthéon, parce que le président l'a déjà décidé, et qui a supprimé la peine de mort en France, Robert Badinter, au début des années 80, met en place en France ce qu'on appelle un protocole. Donc il y a au niveau du droit européen un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place, de conventions des droits de l'homme. Et le protocole numéro 6 dit deux choses. Il y a deux articles. Article 1, la peine de mort est abolie. Article 2, en cas de guerre ou de danger imminent de guerre, les États pourront réintroduire dans leur législation la peine de mort. Donc c'est quelque chose qui s'apparente à une situation d'exception. Très court, très ciblé. Je dis quoi ? Je dis qu'un étranger qui est présent sur le sol français et qui est criminel, c'est le seul cas, criminel ou terroriste, ce qui pour moi revient au même, sachant que les violeurs sont des criminels, ces personnes-là n'ont pas vocation à être emprisonnées en France parce qu'ils ne sont pas citoyens français. La prison doit permettre à un citoyen de retrouver le droit chemin. Ces gens-là ne sont pas des citoyens français. Ils ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays non plus parce que potentiellement, ils peuvent revenir et nuire à nouveau. Et donc, il faut revenir à l'esprit de ce protocole numéro 6 et dire ces personnes doivent être exécutées. Point final. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Sinclair pour la présentation de votre livre, L'extrême droite expliqué à Marie-Chantal. C'est aux éditions La Nouvelle Librairie. Voilà, c'est une conversation ludique. Vous l'avez dit, il y a des concepts intéressants, puis c'est drôle aussi, une conversation croustillante, et puis ça permet d'avoir aussi des arguments quand on est face à des macronistes. Merci à vous, et puis merci à François Bousquet. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de La Nouvelle Librairie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.